Bonjour à tous, je suis le docteur Chérif, je suis résident rhumatologue depuis peu à Erasme au HUB. Et donc on a divisé le topo avec mon collègue le docteur Melchior Maxime pour essayer de faire un bref topo sur la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthropathies, donc ankylosante et arthrite psoriasique. Et moi j'ai choisi d'orienter un petit peu plus le topo sur, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, soit les arthrites c'est tout notre métier, et j'ai voulu l'orienter sur les actualités thérapeutiques. Donc quelques mots de généralité. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire chronique, auto-immune, hétérogène, affectant de façon symétrique les moyennes et petites articulations. On définit la synovite comme la lésion primaire, au cours duquel des cellules inflammatoires vont venir envahir le tissu synovial et conduire à la formation d'un panus inflammatoire qui à terme provoque dégradation, érosion osseuse et perte de la fonction articulaire. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça ? Oui. Dans la maladie, vous le savez, on décrit des atteintes articulaires et aussi extra-articulaires, pour lesquelles je vous ai mis ici un petit schéma. On a fait travailler ChatGPT, mais typiquement des atteintes cutanées, des atteintes des glandes exocrines avec des syndromes secs, des atteintes parfois pulmonaires, des nodules rhumatoïdes, des atteintes cardiaques, neurologiques et autres. La maladie, vous le comprenez bien, elle est extrêmement hétérogène, tant d'un point de vue clinique, phénotypique, la génétique de la maladie aussi, au niveau moléculaire, au niveau de l'exposome, donc l'exposition à différents facteurs de risque, triggers de la maladie. Certaines polyarthrites ont des anticorps, d'autres n'en ont pas. Et donc, à terme, l'orientation un petit peu de la pratique, il tendrait vers une médecine plus personnalisée, parce que finalement, chaque malade est différent par rapport à l'autre. La maladie est grevée de complications chroniques, dont l'athérosclérose, donc la formation de dépôts, de plaques de cholestérol et autres tissus inflammatoires dans les vaisseaux. Et on sait qu'une maladie non traitée, en tout cas incontrôlée, dans les différentes études, voit son espérance de vie diminuer jusqu'à 6 à 7 ans. La prévalence de la maladie, selon les études, c'est extrêmement variable dans les pays, mais ça va jusqu'à 1% de la population, touche majoritairement les femmes, et c'est souvent plus sévère chez elles. On a parlé des différents facteurs un petit peu liés à la physiopathologie de la maladie. Certains vont voir un début très brutal, très agressif, inflammatoire, avec de la fièvre, avec des marqueurs inflammatoires assez poussés. D'autres, c'est beaucoup plus insidieux et progressif, ce qui explique aussi que finalement le diagnostic peut parfois être retardé. Et puis le début, comme je vous ai dit, c'est très souvent symétrique. Les petites articulations des mains, des poignets, parfois des pieds, mais on peut avoir des débuts touchant une à plusieurs articulations de façon asymétrique. Alors sans entrer trop dans les détails, un bref rappel pour vous expliquer à quel point finalement c'est une maladie extrêmement hétérogène, complexe, et qui fait intervenir beaucoup de facteurs différents à certains moments donnés. Et donc ici vous voyez l'intrication entre guillemets de la génétique, des facteurs environnementaux, et je vais vraiment insister sur la cigarette dans cette pathologie. Et qui conduit finalement à la formation d'auto-anticorps dans un contexte, dans un milieu qui commence à devenir de plus en plus intolérant, entre guillemets, et qui va favoriser lui-même la création de nouveaux auto-anticorps. Et donc c'est une espèce de cascade comme ça qui va à un moment amener, selon un trigger particulier, à l'établissement de la maladie clinique. La maladie, bien qu'elle est souvent suspectée lors de la consultation en rhumatologie, nous, quand on est face à un patient chez qui on suspecte une polyarthrite rhumatoïde, eh bien, il y a tout un diagnostic différentiel qui doivent nous venir en tête, qui peuvent mimer une polyarthrite. Et donc, je vous ai mis ici juste un des outils sur lequel on peut s'aider, à savoir les critères lors de classification et pas de diagnostic qui peuvent orienter pour une polyarthrite rhumatoïde. Vous le savez bien, quand vous voyez votre rhumatologue pour
l'évaluation de suivi. On aime bien poser des questions sur l'auto-évaluation de la maladie par le patient, par le médecin, le compte articulaire inflammatoire, douloureux, les items d'évaluation dans la prise de sang, les indices fonctionnels. Et puis tout ça, en fait, ça nous permet aussi d'expliciter, de mettre en évidence des facteurs prédictifs de dégradation fonctionnelle, peut-être plus précoce, peut-être plus importante, de maladies plus érosives ou d'autres de mortalité, pour essayer de justement englober un petit peu l'étendue de la pathologie. Concept qui n'est pas nouveau, mais sur lequel je voulais insister. Comme je vous ai dit, la pathologie est assez hétérogène. En tout cas, dans la prise en charge, on doit vraiment être amené à la diagnostiquer, à la traiter de façon plus rapide possible, parce que plusieurs exemples ici, je vous mets que jusqu'à 75% des patients vont présenter une maladie assez rapidement érosive. Que d'autres études ont montré que retarder les traitements, ça aggravait l'évolution de la maladie pour les années qui suivent, que 2 cohortes de patients internationales ont mis en évidence que traiter très précocement dans les 12 semaines la polyarthrite rhumatoïde était associée à un niveau, à une meilleure réponse au traitement et à une probabilité plus élevée de rémission sans traitement. Et donc de là naît le concept de fenêtre d'opportunité que vous voyez ici sur le schéma en haut à droite, où le management plus rapide de la polyarthrite, donc le early DMARD, avait un meilleur outcome au niveau des dégâts à l'imagerie. Alors ici, juste petit exemple pour, ça vous le savez, mais que toutes ces manières de prendre en charge les patients sont toujours soumises à des sociétés savantes, dont le LAR et l'ACR, et puis ça c'est juste quelques slides des dernières recommandations que je vous ai mis ici en photo. Donc la polyarthrite rhumatoïde, comme c'est une maladie auto-immune, donc liée en partie à l'immunité, eh bien les traitements vont essayer d'agir sur la modulation de l'immunité, de la dépression, histoire de mettre un frein à la pathologie. Et donc ici, vous savez qu'il y a plusieurs lignes de traitement, qu'elles soient recommandées par la littérature, mais aussi pour les conditions de remboursement en Belgique. Et donc on a 3 grands types actuellement, donc les DMARD, donc en gros c'est un acronyme pour anglophone pour juste traduire le fait que c'est des molécules qui vont avoir une action anti-inflammatoire pour la maladie, donc des agents anti-rhumatismales. Donc les premiers qu'on a, c'est le groupe des conventionnels synthétiques avec le méthotrexate en chef de file. Le deuxième, c'est des agents biologiques, et le troisième, c'est les derniers, c'est les agents synthétiques ciblés. Dans le premier groupe, on en a actuellement 4 qu'on utilise encore en pratique clinique quotidienne. Donc c'est le méthotrexate, donc le ledertrexate, le leflunomide ou l'Arava, c'est le nom pharmaceutique, la sulfasalazine et l'hydroxychloroquine, donc le Plaquenil. Ils ont tous des actions antirhumatismales prouvées. Juste le Plaquenil a moins d'efficacité sur la progression articulaire que les autres. Les autres, dans la balance, sont relativement globalement comparables. Juste, j'insiste sur le fait que bien que beaucoup de molécules se développent progressivement dans la polyarthrite rhumatoïde, le méthotrexate, qu'une extrême majorité de rhumatologues vous prescriront si vous souffrez d'une polyarthrite rhumatoïde, reste un médicament de première intention qui permet une amélioration chez une majorité de patients, et que le méthotrexate représente un traitement qu'on appelle d'ancrage, sur lequel d'autres molécules peuvent être ajoutées si jamais la maladie est insuffisamment contrôlée avec ce dernier. Petit message, mais ça vaut pour tous les médicaments, mais que le tabagisme diminue l'efficacité de cette réponse, et comme je l'avais expliqué tout à l'heure, participe à la physiopathologie de la maladie, donc généralement les deux ne vont pas bien ensemble. Ensuite, comme ici je vous ai mis un petit schéma à droite, c'est très très résumé, mais tous ces globules blancs, d'une certaine manière, vont interagir avec des médiateurs de l'inflammation, et qui ont comme conséquence l'inflammation articulaire et sa destruction. Et dedans, en chef de file, eh bien, on a le TNF-alpha, on a l'interleukine 6, et donc c'est tous des agents sur lesquels eh bien, les sociétés pharmaceutiques, qu'ont étudié les sociétés pharmaceutiques pour développer des médicaments, et qu'on utilise justement en deuxième ligne. Et donc les voici.
que ça va à l'inhibition de cette fameuse molécule dont je vous ai parlé, le TNF-alpha, ça va de l'inhibition du récepteur à l'interleukine 6, et puis il y a d'autres molécules qui vont venir plutôt ici bloquer l'interaction qu'il peut y avoir entre certaines molécules qu'on appelle cellules présentatrices d'antigènes ou directement, in fine, pour la sécrétion d'auto-anticorps en agissant sur les lymphocytes de type B. Donc ça, c'est un bref schéma résumé, mais il faut se dire que tous les IL, donc interleukines, toutes ces molécules sont des médiateurs de l'inflammation et qui vont favoriser justement cette tempête inflammatoire et ces symptômes articulaires. Et alors en troisième, donc ça c'est les derniers médicaments qui sont actuellement utilisés en pratique quotidienne, donc c'est les inhibiteurs des JAK kinases. Et donc, je vous ai mis juste ici un petit schéma pour que vous compreniez leur mécanisme d'action. Il faut se dire que ces fameux médiateurs de l'inflammation, ici typiquement l'interleukine 6, va se fixer à son récepteur. Et puis, son récepteur va permettre d'activer d'autres protéines au sein de la cellule. Donc là, on est dans le compartiment cellulaire. Et pour traduire, entre guillemets, le message de ce transmetteur d'interleukine 6 jusqu'à son reliquat au niveau du noyau et donc de synthétiser d'autres protéines de l'inflammation, ça passe par plusieurs voies dans la cellule, dont la voie des JAK kinases. Et donc vous voyez que une fois la voie des JAK stat, une fois qu'on bloque cette JAK kinase, on voit qu'on bloque la voie du JAK stat, et bien en fait on voit qu'il y a une diminution dans la traduction des gènes des protéines de l'inflammation, et donc on en a actuellement 4 remboursés en Belgique. Ici, c'est juste un bref schéma pour vous expliquer la grande complexité finalement de ces molécules qui composent une majorité de nos cellules dans le corps, et donc pas uniquement les globules blancs, et donc toutes finalement cette association de différents types de JAK, de récepteurs, on en a ici 4, donc de JAK 1, 2, 3 et TYK2, eh bien, elles sont aussi utiles dans d'autres fonctions que la fonction de défense immunitaire. Et donc, voilà, ça c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Par rapport au traitement, ici, c'est les dernières recommandations de Lelard, il me semble. Et je trouvais intéressant de vous mettre que finalement, on a diagnostiqué, on a parlé de la maladie, on a parlé de sa reconnaissance, l'introduction des traitements, et puis ici ils insistent pas mal sur le fait que progressivement, quand la maladie est bien traitée de façon prolongée et au niveau du contexte, on pourrait être amené à diminuer tout type de traitement immunosuppresseur, donc peu importe les 3 classes dont je vous ai parlé, graduellement, et c'est quelque chose vers lequel on tend de plus en plus dans la pratique quotidienne. Ensuite, je vous ai fait une petite revue de la littérature, mais sans rentrer dans les détails. Sur les 3 slides qui vont suivre, c'est les molécules sur les peut-être 5-10 dernières années qui sont passées par plusieurs phases d'études. Et donc ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a d'autres inhibiteurs de JAK qui sont en cours. D'autres, là, c'est plutôt des inhibiteurs de l'interleukine 6 plutôt que de son récepteur qui sont en cours d'études. Des agents, des anti-TNF de nouvelle génération. D'autres cibles moléculaires qu'on s'est rendu compte, dont le GFCMCF, qu'on s'est rendu compte qui était incriminé dans la physiopathologie de la maladie. Ici, c'est un autre exemple, sans rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a de plus en plus de voies de l'inhibition par les anticorps ou par des modulateurs d'action qui sont faites, pas uniquement au niveau des cibles qui sont déjà connues et en tout cas utilisées dans les médicaments actuels. Et donc voilà, ça c'est encore une autre slide juste en guise d'exemple. Et puis ici, je vous mets sur l'avant-dernière ligne, donc l'agoniste des points de contrôle PD1. Ça, typiquement, il y a une étude de phase 2 qui est en cours au CHU Erasme. Et donc, voilà, ça c'est vraiment juste pour donner un petit exemple sur ce qui a été fait dans la littérature mondiale au niveau du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, c'est beau de parler des médicaments, mais l'approche de tout rhumatisme inflammatoire chronique ne passe pas que par eux. Et donc, voilà, on sait qu'on garde toujours une place, alors peut-être moins fréquente qu'auparavant, mais il y a toujours une place pour les chirurgies dans certains contextes bien particuliers, avec des chirurgiens vraiment assez amenés enfin plutôt experts dans ces domaines-là.
le port d'orthèse et d'attelle, la place fondamentale de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'auto-exercice. Et enfin, ici, je vous ai mis un petit peu l'actualité en tout cas sur les dernières années concernant finalement l'alimentation et la polyarthrite rhumatoïde. Donc, certaines études ont montré que le jeûne avait un impact favorable, mais qu'il n'était pas si significatif que ça, puis très suspensif aussi, qu'il n'y avait pas de preuves claires à ce jour pour exclure définitivement certains nutriments spécifiques de son alimentation, sauf le gluten en cas de maladie cœliaque, mais je pense aux produits laitiers, je pense aux viandes rouges, certains régimes ont été pas mal plébiscités, dont le régime méditerranéen, mais c'est pas tant pour son efficacité dans la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est un régime qui a clairement montré ses bénéfices en termes de santé cardiovasculaire, et on sait que c'est la principale cause de mortalité de ces maladies auto-immunes. Certaines études ont montré une efficacité des agents type avec une bonne balance oméga 3, oméga 6, mais que malheureusement c'est des compléments qui sont pas remboursés. Il y a une efficacité qui a été prouvée, et donc ça c'est à proposer quand on a le temps d'en discuter, quand on a donc si jamais les patients peuvent en supporter le coup. Et enfin, parfois on voit des patients avec vraiment une tonne de compléments alimentaires, qui soient probiotiques, qui soient des oligo-éléments, des substitutions vitaminiques, mais à ce jour, en tout cas de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas une preuve d'efficacité de certains compléments en particulier. Juste, j'insiste sur le fait que la vitamine D, sachant le potentiel de complications de la polyarthrite sur la santé osseuse, donc favorisant l'ostéoporose secondaire, eh bien, par rapport à d'autres vitamines, la vitamine D doit absolument être corrigée chez ces patients. Puis on sait qu'il y a de plus en plus de littérature qui met en évidence le rôle un peu immunomodulateur de la vitamine D. Enfin voilà. Et donc, avant d'appeler mon collègue ici, je conclurai sur finalement tout ce que j'ai pu précédemment dire, mais que les malades sont extrêmement différents et entre eux pour une même maladie, parce que finalement c'est une maladie qui, comme toutes les autres maladies auto-immunes systémiques, peuvent avoir vraiment des présentations très différentes, que le tabac, comme d'autres facteurs d'exposition, mais le tabac reste un agent pathologique et qui favorise et qui entretient la maladie et qui diminue l'efficacité de nos traitements, que le traitement repose sur une approche pharmacologique dont je vous ai parlé, avec de plus en plus de médicaments qui sont développés dans le monde, et non pharmacologique, que le traitement peut être réduit en cas de rémission prolongée et selon certains contextes, et que la médecine, comme pour d'autres filières, tend de plus en plus vers une approche personnalisée. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Yes. Bonjour, moi j'ai été très intéressée par l'idée que vous parliez du fait de réduire la prise de médicaments, si je puis dire. J'ai deux questions. Est-ce que ça marche ? Déjà d'une part dans la plupart des cas, et d'autre part, il y a quelques années, on parlait d'effet rebond, c'est-à-dire en disant que si on supprimait le médicament, on pouvait éventuellement après ne plus pouvoir l'utiliser parce que la réponse au médicament était moins bonne. Est-ce toujours le cas ? Alors, c'est une excellente question. Donc, en pratique, on sait qu'il y a des études qui ont montré que il y a des patients pour qui, en rémission prolongée, la maladie ne rechutait pas après l'arrêt des traitements, et ça sur quelques années de suivi. Mais il y a une partie non négligeable de patients qui rechutaient, et au sein de ce groupe-là, il y a des patients qui ne répondaient plus aux traitements qui avaient permis de les mettre en rémission, en tout cas pas de la même manière. Et donc c'est pour ça que finalement l'approche est clairement pas binaire dans ces maladies-là, mais c'est sûr que le trend, et ça vaut pour toutes les maladies immunomédiées, c'est lorsque la maladie est contrôlée, c'est de faire d'être plutôt dans la promotion de la réduction au possible du médicament jusqu'à une dose minimale efficace, voire un arrêt, mais ça se fait. Hein. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, c'est très théorique parce qu'il n'y a pas de recommandations claires, mais la pratique des médecins généralement dans les différents pays, c'est de d'abord espacer les doses. Et typiquement espacer les doses, et d'une certaine manière, en espaçant les doses, on fait des calculs entre guillemets hebdomadaires
de la dose que le patient recevrait ou mensuelle. Et puis en fait, c'est très progressif en fait. Hein. Et puis, mais pour l'instant, il n'y a pas de schéma standardisé parce que tous les malades sont différents, avec des stades différents, avec des précautions différentes, des complications différentes. Mais l'idée serait de les espacer. Et pour continuer dans la même idée, alors à quel moment est-ce qu'on doit recommencer à se faire du souci que la maladie est de retour lorsqu'on ne prend plus le médicament? Pour des maladies comme ça, chroniques, et où on sait que typiquement dans la genèse des anticorps de la polyarthrite rhumatoïde, on sait qu'il y a certains types d'anticorps qui nous font comprendre que finalement il y a toujours un mécanisme de production de nouveaux auto-anticorps. Donc par là, si j'extrapole, on sait que les malades pour qui, alors un traitement définitivement arrêté, probablement que ça s'est déjà fait et que ça se fait, mais par rapport à d'autres types de maladies, je crois que le suivi doit rester régulier, hein, doit rester régulier quand même chez son rhumatologue. Avec une étiquette différente de typiquement les maladies cancéreuses, où on sait qu'après 5 ans de rémission, généralement, la maladie, on peut s'estimer comme étant guérie. Ici, le parallèle n'est pas le même. Hein. Voilà. Je vais peut-être être un mauvais exemple pour tout le monde. J'ai la polyarthrite rhumatoïde depuis quelques années. J'ai passé par le lédertexate, l'acide folique en premier lieu, l'Imraldi après, le Rinvoq, puis l'Orencia. On m'a remis après sous lédertexate, le Xenance, on m'a mis sur le Medrol et le Gilles-CK, mais malheureusement mon corps refuse tout. Donc je suis sans traitement. Et j'ai vu mon rhumatologue hier, le docteur Mols qui travaille à Erasme, qui remet le bonjour à tout le monde ici. C'est lui, je le vois à Tivoli à la Louvière parce que j'habite près de Binge. Donc voilà. Il m'a dit que j'étais son patient numéro 1 dans tous les cas qu'il connaît. Alors ici, j'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que finalement c'est un sujet très complexe et il y a une vraie littérature sur ce qu'on appelle les polyarthrites difficiles à traiter. Et typiquement, vous rentrez là-dedans, dans ces définitions-là, parce que il y a des définitions pour ce type de patient. Et on sait que finalement, la réponse au traitement, elle est un peu hétérogène aussi. On sait qu'il y a des profils qui vont peut-être plus répondre à tel type d'inhibition de voie par rapport à d'autres. Mais tous les patients, et on le voit bien dans les études qui ont permis de mettre sur le marché les médicaments immunosuppresseurs dans la polyarthrite, et c'est aussi dans d'autres maladies. Finalement, il y a certains types de patients qui déjà ne sont pas inclus dedans, et puis il y a certains types de patients plus conventionnels, entre guillemets, qui ne répondent de toute façon pas aussi bien que d'autres. Et donc ça, à l'occasion, s'il y a besoin de faire une présentation sur ce qu'on appelle la polyarthrite difficile à traiter, ça c'est sûr que malheureusement c'est encore le cas, et je crois que tous les rhumatologues de Belgique et du monde se battent chaque jour contre la maladie de patients malheureusement qui ne répondent peu ou pas à grand chose. Hein. Je suis actuellement en pathologie lourde en Oui, c'est la seule chose qui me soulage un peu. Oui, c'est ça. Parmi tous les médicaments que vous avez évoqués, il s'attaque à il y a différents inhibiteurs. Est-ce qu'on peut les combiner ou bien est-ce que c'est pas du tout recommandé? En tout cas, de la maigre pratique que j'ai pour l'instant et d'un point de vue théorique et puis d'un point de vue pratique, en fait, on ne peut pas les combiner sur le plan du remboursement. Mais il y a certains centres, alors en Belgique peut-être, mais je sais qu'il y a certains centres où, et puis ça dépend des maladies. Typiquement, il y a d'autres maladies pour lesquelles c'est plus facile de les combiner. Je pense à la maladie de Crohn et parfois aux spondylarthrites associées, où justement dont mon collègue parlera, où c'est peut-être plus facile parce qu'il y a des traitements qui sont moins immunosuppresseurs de façon générale, qui vont avoir une action peut-être plus locale. Je pense à la muqueuse intestinale. Et alors là, parfois, certaines combinaisons se font. Des combinaisons hors autorisation de mise sur le marché sont parfois faites de façon exceptionnelle. Mais
Et puis il y a pour d'autres pathologies, je pense à la maladie de Still, où on va essayer d'inhiber, qui est une autre maladie qui n'a pas de lien avec la polyarthrite, mais je sais qu'on peut inhiber. Il y a des médicaments qui sont en cours d'évaluation, on inhibe 2 voies en même temps. Mais dans la polyarthrite, ça reste exceptionnel, tout en sachant que les derniers médicaments qui ont été mis sur le marché, là, avec les voies des JAK kinases, vous avez vu qu'il y a plusieurs médiateurs de l'inflammation qui vont se fixer aux mêmes récepteurs, enfin à des récepteurs différents, mais qui vont faire travailler la même voie JAK. Et finalement, en fait, on a déjà en fait une inhibition un petit peu multiple par l'action de l'utilisation de ces médicaments. Mais en pratique courante, la combothérapie qu'on appelle ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Et c'est hors autorisation de mise sur le marché et d'utilisation de ces médicaments. Moi, je voudrais savoir, en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais sous Humira et puis on m'a mis sous Rinvoq. Mais j'ai 65 ans et alors quand je lis les effets secondaires du Rinvoq, je vois que ça peut être dangereux du point de vue cardiovasculaire et aussi qu'on peut prendre du poids. Et je me dis que quand on a une polyarthrite et des prothèses, etc., que c'est mieux d'éviter de prendre du poids. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on prend automatiquement du poids? Enfin, je me rends compte que j'ai l'impression que je grossis. Est-ce que... si je voulais changer, demander à Mato de changer, est-ce que je peux repasser sous un autre traitement ou... Alors pour la deuxième question, c'est plus facile. De toute façon, toute discussion de traitement se fait avec le médecin et avec le patient. Et j'imagine que si elle a considéré le changement de traitement, de voie d'inhibition, c'est qu'il y avait une raison justifiée et que cette raison-là était tout autant justifiée pour accepter d'être mise sous une autre voie d'inhibition. Et avec les effets secondaires potentiels qui sont propres à cette voie-là. Donc ça, déjà, pour cette deuxième question, ça, de toute façon, j'ai plus que le bénéfice du doute pour considérer le changement de traitement. Mais par rapport à la première question, tous les effets secondaires ne sont pas... encore une fois, c'est pas binaire, donc tout le monde ne va pas développer les mêmes types d'effets secondaires. C'est sûr qu'il y a dans la littérature, et chaque jour c'est étudié, et il y a des phases 4 qui nous permettent justement d'avoir de plus en plus de recul sur ces, entre guillemets, nouveaux médicaments, qui sont d'ailleurs utilisés dans bien plus de maladies que la polyarthrite. Ce que je voulais vous dire, c'est que on sait qu'il y a potentiellement un sur-risque chez les patients qui sont à risque de développer des maladies cardiovasculaires ou qui en ont développé. Et la prudence aujourd'hui, c'est de justement pas utiliser ce type de médicaments chez des patients qui seraient à très haut risque, sachant que la polyarthrite active est un risque cardiovasculaire autant que tel, ou chez des patients qui ont déjà expérimenté ce type de risque. Donc normalement, ce screening-là, on le fait avant de mettre les patients sous cette voie d'inhibition. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle place vous laissiez à la douleur quand vous parlez de la rémission. Alors, c'est donc la définition de la rémission. Elle se fait via, donc il y a le côté un peu subjectif, donc les douleurs. Mais après, il y a aussi des cotations objectives, dont les espèces de scores dont je vous ai marqué. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais la rémission ne peut pas être typiquement définie chez un patient qui a encore une articulation gonflée, où la rémission ne peut pas se définir si l'évaluation de la douleur chez le patient et de l'activité et le nombre d'articulations douloureuses reste importante. Donc, quand on parle de rémission, il faut d'abord avoir la définition de la rémission avant de la considérer. Vous voyez ? Plein de questions. Oui, et moi j'ai une question à propos du méthotrexate. Quand vous avez parlé du méthotrexate, vous n'avez pas précisé si c'était la forme orale ou la forme injectable. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? C'est potentiellement la quantité de médicaments actifs qu'on retrouve dans le sang, donc la biodisponibilité qui change, et ça permet aussi de lutter un petit peu plus sur les effets secondaires digestifs. Mais grosso modo, parce que le méthotrexate, la manière dont on le donne et comment il est absorbé, finalement, pour une même maladie, c'est un malade du même âge, du même profil entre guillemets médical. Et en fait,
probablement que la dose de médicaments actifs dans le sang est différente entre les deux. La biodisponibilité du méthotrexate oral est très variable, et donc ça permet de généralement pouvoir optimiser des doses plus importantes et de lutter contre les effets digestifs du méthotrexate oral. Mais la différence, elle est uniquement là. Merci. J'aurais 2 questions, s'il vous plaît. Est-ce que la polyarthrite a une incidence sur les myalgies? Deuxième question, je lis sur les forums que de nombreux patients qui prennent du méthotrexate ont des complications intestinales, alors que les colonoscopies ne mettent rien en exergue. Est-ce qu'il y a des soins particuliers, une médication particulière pour gérer ces problèmes digestifs? Merci. Bon, pour la deuxième question, on sait que parfois augmenter l'acide folique qu'on prend après, généralement, parfois ça peut un peu aider. Diviser la dose du médicament en 2 plutôt que de prendre 4 ou 6 comprimés en une fois, le diviser matin et soir le même jour, ça peut aider. Certains vont même jusqu'à diviser la dose 2 fois par semaine avec de l'acide folique 48 heures après. Et c'est aussi pour ça qu'on a parfois l'indication de passer par voie sous-cutanée, c'est pour un petit peu diminuer ses effets secondaires. Et puis pour la première question, oui, on peut, bien sûr, le syndrome douloureux peut s'accompagner de douleurs musculaires, soit parce qu'il y a une vraie atteinte musculaire, soit parfois il y a des atteintes neuropathiques avec qui font aussi parfois un petit peu mal aux muscles, soit il y a des syndromes de sensibilisation de la douleur, ce qu'on appelle les syndromes douloureux chroniques ou de la fibromyalgie secondaire. Il y a plein de manières d'expliquer la douleur musculaire chez les polyarthrites. Vous avez cité les lymphomes. Peut-on les laisser en place ou faut-il les extraire? Donc, le risque du lymphome est surtout... Donc, il y a un risque, puisque c'est une maladie du globule blanc, du ganglion, du lymphocyte. Il y a un surrisque par rapport à la population générale de développer un lymphome, que ce soit dans la polyarthrite, dans le lupus, dans la maladie de Sjögren. Mais vraisemblablement, dans la polyarthrite, il est moins important que dans le Sjögren, mais il existe. Mais tous les lymphomes qui compliquent une polyarthrite ne sont pas traités. Il y a des lymphomes indolents qu'on surveille, il y a des lymphomes qui ne sont pas patents, et puis on a d'autres qui sont peut-être plus agressifs. Il y a plusieurs types de lymphomes aussi, donc ça dépend toujours de la maladie qu'on diagnostique et du contexte médical. D'accord, merci. Je voulais juste savoir si en étant médiqué, donc en ayant un traitement qu'on change pour moi assez souvent, c'est-à-dire tous les 2 ans, est-ce que la maladie peut continuer à évoluer? Quand je dis qu'on change de traitement, on met un plus fort. J'ai du mal à comprendre la question. Est-ce que même en prenant un traitement chaque fois plus fort pendant 2 ans, je trouve que 2 ans, la durée, comment dire, je ne sais pas très bien comment exprimer ça, prendre un médicament pendant 2 ans, je trouve que c'est pas beaucoup, 2 ans pour devoir passer après à plus fort. On se donne généralement quand même plusieurs mois avant de se dire si le médicament fonctionne, de 3 à 6. Généralement, après 6 mois, on a quand même une bonne idée de savoir si le médicament fonctionne. Mais moi j'ai du mal un peu avec le terme médicament plus fort parce que finalement il y a des polyarthrites qui ont la même gravité, la même intensité, la même répercussion, qui vont très bien réagir au premier traitement, le traitement de première ligne, et puis pour une même maladie il faudra aller au traitement de 3e ligne. Donc en fait les maladies elles sont différentes entre elles, la réponse au traitement est différente aussi entre elles. Et donc j'ai du mal à considérer qu'il y a un traitement plus fort qu'un autre en fait. Peut-être que, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça dépend en fait plutôt de la réception et de la réponse au traitement. Mais par rapport, si jamais il y avait une question subsidiaire par rapport à ça, oui, si jamais la maladie est pas bien contrôlée, qu'à chaque fois il faut changer de traitement, c'est sûr que laisser la maladie active, bon c'est involontaire puisqu'on essaye à chaque fois de la traiter. Elle pourrait très bien avoir on sait qu'une maladie qui est plus longtemps active, on aura encore plus de mal à la récupérer, mais c'est toute la discussion qu'on avait avec monsieur sur les polyarthrites plus difficiles à traiter. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu potentiellement à vos 2 questions.
stress ou d'un état peut-être plus anxieux peut aussi faire que la maladie évolue de toute façon. Alors, la première question qu'on se pose devant une polyarthrite difficile à traiter, c'est est-ce que c'est une polyarthrite, déjà? Ah, en tout cas, c'est ce qui a été diagnostiqué. Non, mais je ne parle pas oui, de votre oui, cas personnellement, oui. hein, mais c'est comme ça qu'on raisonne. Et la deuxième question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que la maladie est entre guillemets automatiquement active ou est-ce qu'il y a une sensibilisation de la douleur qui fait que finalement, d'un point de vue nociceptif, il n'y a plus vraiment de douleur, mais c'est plus de la plasticité cérébrale, neuronale, qui fait que le seuil de la douleur serait peut-être altéré et que pour un même stimuli, finalement, on ressent de la douleur alors que finalement, auparavant, on n'en ressentait pas. Et on sait qu'il y a une part importante de patients qui ont des polyarthrites peut-être sévères, peut-être plus difficiles à traiter, qui se compliquent de syndrome douloureux chronique. Et donc c'est aussi une question à se poser de savoir est-ce qu'on traite la polyarthrite parce qu'elle est encore active ou est-ce qu'on court derrière un syndrome douloureux qui finalement n'a plus de lien avec l'activité de la maladie. Et donc pour cette suggestion-là, eh bien, votre remarque elle est importante parce qu'il y a tous les autres aspects de la douleur alors qu'il faut prendre en charge et pas que l'approche médicamenteuse. Ça va ? Et alors, donc moi je vais enchaîner avec l'autre partie sur les arthrites, parce qu'on les a du coup subdivisées. Et je vais parler des spondylarthrites au sens large, donc ça inclut à la fois la partie arthrite psoriasique et la spondylarthrite vraiment avec l'atteinte de la colonne dont on en parle. Je voulais juste, il y a eu tellement de popularité sur la polyarthrite, est-ce qu'il y a des patients qui ont une spondylarthrite ou une arthrite psoriasique ici? Et mon public est là, magnifique, il y a pas là-bas. J'espère que vous aurez autant de questions. Donc, parce que parfois c'est un peu sous-expliqué ou méconnu, les concepts dans les spondylarthrites évoluent très très fort et la méthode de classification et la façon de percevoir les choses par les rhumatologues évolue pas mal. Et donc maintenant, on a tendance à considérer tout comme des multiples manifestations d'une même maladie. Qu'on va devoir sous-classifier pour des questions de remboursement, pour des questions d'études, etc. Mais globalement, la spondylarthrite, c'est... et je vais utiliser le pointeur, voilà. La spondylarthrite, c'est un ensemble de manifestations, à la fois sur la colonne, qui est donc là le côté spondylarthrite qu'on entend, je pense, dans le panneau clair, mais il y a aussi des atteintes périphériques avec les enthèses, la dactylite, qui est classique dans l'arthrite psoriasique, l'atteinte vraiment articulaire, et puis... Ce qui est assez caractéristique, c'est les manifestations extra-articulaires associées, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les uvéites et le psoriasis. Et cet ensemble, c'est toutes les mêmes facettes, toutes les facettes différentes, mais d'une même maladie. Et on va devoir, en tant que rhumatologue, quand on traite ces maladies, comprendre tout ça en considération ensemble. Et elles sont toutes liées donc d'une partie au niveau épidémiologique. Donc on sait qu'il y a jusqu'à 20% des patients qui ont un psoriasis qui présentent des atteintes articulaires. À peu près la même proportion si on met les atteintes axiales et péricules ensemble dans les patients atteints de Crohn. Et si on prend le point de vue plutôt du rhumatologue vers le gastro-entérologue, il y a 5% des patients qui ont juste une atteinte axiale qui présentent une maladie de Crohn ou une autre maladie inflammatoire de l'intestin, mais il y a jusqu'à 50% qui, lorsqu'on regarde lors d'une endoscopie de dépistage ou autre, on découvre des anomalies histologiques dans leur tube digestif qui ne sont pas symptomatiques, qui ne sont pas à proprement parler une maladie, mais ils ont des manifestations, si vous voulez, digestives sans avoir les symptômes de la maladie. Donc ça, c'est une association de statistiques, simplement, on les voit chez les gens, mais il y a un fort lien génétique aussi. Donc voilà, moi je suis rhumatologue, mais j'ai étendu un petit peu en faisant une thèse maintenant. Je travaille beaucoup sur les liens génétiques entre ces maladies. Et donc on voit que les patients qui vont parfois présenter un psoriasis, c'est un maladie de Crohn, un autre psoriasis, une spondylarthrite, on voit des clusters familiaux, on voit des familles entières qui ont chacun une manifestation différente de toutes ces maladies. Et c'est tout le potentiel génétique de ces maladies. Le plus célèbre étant celui-ci, le HLA-B27, mais il y en a beaucoup d'autres. Et alors le lien immunologique, toutes ces maladies, j'ai résumé la physiopathologie de ces maladies en 3 points comme ça, ont de manière assez typique une dérégulation de la production de cette interleukine, IL-23,
qui sera ciblée thérapeutiquement. Une excitation de lymphocytes, ça passe pas vraiment par des anticorps connus. La physiopathe n'est pas tournée autour d'anticorps comme on le voit au niveau de la polyarthrite. Et une surproduction d'IL-17 et de TNF-alpha qui sont aussi des cibles thérapeutiques. Donc au niveau de traitement, comment ça se passe pour ces maladies? Donc, on a la première ligne. Je vous ai mis une échelle de temps aussi, parce qu'effectivement, la rhumatologie, c'est relativement lent dans la façon de suivre et l'évolution des choses. Il faut au moins 3 à 6 mois pour vraiment assurer un échec, y compris dans la première ligne. Les premières lignes pour les maladies sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme bien connu dans plein d'autres maladies aussi. Et alors, les mêmes que dans la polyarthrite, finalement, avec la nuance qu'on n'a pas le plaquenil ici, et qui a une place peut-être plus importante encore pour les infiltrations des pomédrols, parce qu'il y a des formes qui ne sont pas polyarticulaires avec beaucoup d'articulations, mais des formes avec moins d'articulations touchées. Et donc ça, que ça soit dans les recommandations ou l'État belge, dans les critères de remboursement, ils demandent de passer par ces phases de tests et d'efficacité de ces médicaments, parce qu'une grande partie des patients vont s'arrêter là, finalement, dans leur parcours et être traités suffisamment. La petite subtilité de la spondylarthrite, c'est comme je vous disais, c'est qu'il y a toutes les facettes différentes, et donc ce genre de tableau, c'est vraiment les tableaux, la feuille, le livre de chevet du rhumatologue qui traite la spondylarthrite, c'est qu'il doit tout considérer en même temps, à la fois les atteintes axiales de la spondylarthrite, les arthrites, mais aussi le psoriasis, la maladie de Crohn et autres, et il y a des contre-indications d'un par rapport à l'autre, et tout ça est à considérer. Les deuxièmes lignes sont, donc il y a les deuxièmes lignes intraveineuses ou subcutanées, qui vont aller jouer du coup sur cette voie dont je vous parlais. La première et la plus ancienne, c'est sur la voie du TNF, et là ils sont, vu que c'est en aval de ce processus, ils sont assez efficaces et sur l'ensemble du spectre. L'uvéite malheureusement est assez peu étudiée, et donc on a rarement des outils concrets et bien validés pour savoir la prendre en charge correctement. Une collaboration avec les ophtalmologues est très importante à ce niveau-là. Une autre ligne qui s'est ajoutée plus tard, c'est les anti-IL-17 aussi, sur la fin de la voie. Décevant dans les maladies inflammatoires du tube digestif, voire même contre-indiqué. Et donc là, on voit déjà qu'il faut jouer entre l'un et l'autre selon le profil de patient et le type de réponse qu'on peut avoir. Une ligne qui s'est ajoutée encore en plus, et je vais faire grandir la liste énormément, c'est les anti-IL-23, qui agissent eux en amont, qui ont vraiment fait le bonheur de nos collègues dermatologues, mais qui sont malheureusement décevants pour toute la partie atteinte de la colonne chez nous, et donc ne permettent pas de traiter l'ensemble de ce spectre comme on le voudrait. Et puis sont arrivés donc cette dernière génération, qui sont les JAK inhibiteurs, dont mon collègue a déjà pas mal parlé. Je ne vais pas détailler ici les spécificités de chacun, et qui ouvrent des opportunités à nouveau au niveau combinaison selon le nombre de symptômes que présente ou de manifestations que présente le patient, avec parfois des incompréhensions, certaines maladies inflammatoires du tube digestif chez qui ça ne fonctionne pas, d'autres ça fonctionne très bien selon la spécificité du JAK, et qui compliquent encore un petit peu les possibilités d'assemblage et de traitement. Et un autre comprimé qui est moins souvent utilisé et dont l'efficacité est souvent un petit peu inférieure, mais qu'on utilise dans certains cas qui peut être pas mal utile, qui est la Prémilaste, et qui a aussi un mécanisme, comme les JAK, un mécanisme intracellulaire de régulation de voie de l'inflammation. Et tout ça m'amène à quoi de neuf maintenant, finalement. Il y a eu pas mal de nouveautés parce que du coup on regroupe pas mal de maladies. Il y a un nouveau IL-17 plus large. On parlait de plus fort, moins fort. Celui-là considéré un peu plus fort dans le sens où il touche plusieurs formes de l'IL-17. Il y a la A, mais ici il touche aussi la F. Et semble un très bon outil pour les gens qui présentent à la fois des atteintes axiales et de psoriasis pour les patients. Typiquement un patient qui aurait répondu à un autre IL-17 notamment. Il y a de nouvelles recommandations qui sont sorties également par les sociétés qu'on suit, les sociétés européennes, et ici la société anglaise a aussi sorti des recommandations récemment. Je voulais vous parler rapidement des modifications qui ont été faites dans les recommandations de l'EULAR pour la prise en charge de l'arthrite psoriasique. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que donc, ce que je vous ai mis en jaune, c'est la modification par rapport à la première version. Donc c'était une version de 2019 qui a été mise à jour en 2023, publiée en 2024. Et ils ont ajouté une petite phrase qui dit que c'est maintenant dans les recommandations de suivre les préférences du patient pour le choix du traitement. Ça n'y était pas avant. C'est une petite victoire pour le côté patient partenaire ou empowerment.
Ils ont rajouté qu'il faut considérer l'ensemble des manifestations extra-articulaires également, c'est ce qu'on fait, c'est les fameux tableaux que je vous ai montrés avant. Et à nouveau, dans le même sens que mon collègue le montrait pour la polyarthrite, ils ont supprimé qu'il faut être précautionneux quand on veut réduire les médicaments dans le temps. Ils encouragent à ça de plus en plus. On a de plus en plus de données qui montrent que c'est possible, qu'il y a une place pour ça. À nouveau, c'est très patient dépendant et la vitesse à laquelle on le fait, pour quel patient on va le faire, ça doit être bien choisi. Mais les sociétés encouragent de plus en plus à ça. Ensuite, on va à la société anglaise. La société anglaise, ce que je trouvais intéressant, et c'est vrai que c'est un concept souvent sous-débattu dans les sociétés de rhumato, etc., c'est la problématique du pied dans les rhumatismes. Dans la polyarthrite, on simule souvent un bouton, etc. C'est difficile de boutonner. On parle beaucoup des mains, mais les pieds, c'est très problématique aussi. Si on ne sait plus les utiliser, on ne sait plus marcher. Et donc, il parle de l'importance du dépistage et du diagnostic et de la prise en charge des pieds dans les pathologies rhumatologiques, qu'elles soient la spondylarthrite ou les autres, d'ailleurs. Et alors, ici, j'ai pour vous balayé un peu la littérature de cette dernière année, voir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui risque de changer, qu'est-ce qu'on a pu prouver ou pas. Donc c'est toujours très compliqué de prouver les choses, et on a besoin de quelque chose de scientifique, de tangible, avant de pouvoir l'exercer dans la pratique. Ici, c'est une étude qui a démontré ce dont on parlait aussi, et ce que vous aviez parlé dans vos questions, c'est qu'il y a des grandes différences interpatients dans la réponse à un traitement qui est pourtant théoriquement similaire. Ils ont pris 3 catégories d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, de mémoire, naproxen, celecoxib et autres, si c'est des noms qui vous parlent. Ils en ont pris 3 et ils les ont proposés aux patients de manière randomisée, c'est-à-dire que les patients ne savaient pas lequel était quoi. Et ils étaient maîtres de prendre pendant une semaine l'un, une semaine l'autre, puis une semaine le troisième, et puis au bout d'un certain temps, ils choisissaient celui qu'ils excluaient à cause des effets secondaires ou d'un défaut d'efficacité, puis ils continuaient, et jusqu'à en sélectionner que 1. Ils ont fait ça pour toute une cohorte de patients. Ils ont démontré de 1 qu'il n'y a aucun qui était meilleur que l'autre, quand on le prend globalement, mais que du coup, il y avait aussi une grande variabilité inter-personnes pour des médicaments qui, de notre côté, sont théoriquement les mêmes, une grande variabilité d'effets. Et donc, c'est une porte ouverte à ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est qu'il nous manque encore des données, il nous manque encore une capacité de choisir qui va répondre auquel au sein d'une même classe de médicaments que, d'un point de vue pharmacologique, on considérait complètement les mêmes. Une autre étude basée sur des sondages et sur l'arthrite en manière générale, ils ont pris des patients récemment diagnostiqués d'arthrite et ils les ont fait passer un questionnaire de stress psychologique. Ils se sont rendus compte qu'il y avait il y avait la moitié des patients qui étaient dans des critères diagnostiques d'atteinte psychologique nette au moment de leur diagnostic. Et du coup, cette étude souligne simplement l'importance du dépistage de l'anxiété et de la dépression dès le diagnostic, pas forcément au plus long cours ou au décours d'une consultation de 2 ans de suivi, etc. Et c'est important d'assurer l'accès à la thérapeutique, ce qui n'est pas toujours le plus simple dans les domaines psychologiques notamment. Celle-ci est intéressante sur les aspects. J'ai essayé de sélectionner des études à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses. Et ici, c'est intéressant parce qu'ils ont soumis des patients à un suivi diététique et kiné intense, quelque chose qu'on ne s'est pas proposé dans la façon dont fonctionnent les tables d'échelonnement et les niveaux de remboursement, et pour obtenir un régime optimisé et un niveau d'activité physique optimisé. Et ils ont observé une diminution de l'activité de la maladie. Donc ça, c'est en TAS 28, c'est le critère dont parlait mon collègue pour la polyarthrite. C'est une étude sur la polyarthrite ici. C'est probablement valable pour la spondylarthrite. Et donc ça souligne l'importance de la prise en charge diététique et de kinésithérapie pour contrôler la maladie, à nouveau, y compris dès le début. Et alors là, je devais en parler, la thérapeutique au niveau digital va arriver et va s'expandre de plus en plus. Ici, c'était une étude qui a démontré l'effet d'une application qu'ils avaient optimisée. Le but était de faire la thérapie cognitivo-comportementale, donc c'est des tips et une façon d'aborder une problématique par rapport à sa maladie au quotidien et adapter tout ça. Et simplement l'app qui réagit à ce que vous lui demandez et votre problématique permettait de diminuer la dépression, l'anxiété, la fatigue et d'améliorer le fonctionnement socio-professionnel de manière significative par rapport aux patients qui avaient accès simplement à de la documentation écrite ou par rapport à ceux qui n'avaient accès à rien du tout. C'était les 3 groupes.
Il me reste 3 slides et je vous réponds, ça va? Et donc ça, à nouveau, ça vous l'apporte à des opportunités digitales. À nouveau, ça sert plus de pansement parce qu'on n'a pas accès à suffisamment de psychologues ou thérapeutes que pour suivre de manière continue. Ça pourrait être un être humain qui fait ce travail, mais ça ouvre la porte à ça. Et alors, un dernier article qui est paru en 2024, qui n'était pas une étude ici, c'était un édito, si vous voulez, dans un journal de rhumatologie. Et là, c'était un grand chef d'un laboratoire, d'un service en Europe, qui voulait briser le tabou de comment ça se fait qu'on évolue vers un patient partenaire et un patient maître de sa prise en charge, mais qu'on écrit toujours le rapport de consultation à un collègue médecin et pas directement au patient. Comment est-ce qu'on veut le mettre responsable de sa santé si le rapport n'est pas écrit pour lui? Et donc, il a sondé un peu autour de lui. C'est pas vraiment très scientifique la façon dont il l'a fait, mais et il est arrivé à la conclusion que c'est pas la volonté qui manque. Je pense que c'est vraiment une volonté, soit de le faire à l'oral en consultation, etc. Et ça serait encore mieux par écrit. C'est le comment. Il y a toujours cette question de est-ce que les mots que je vais utiliser vont être bien compris. Il a démontré que certains mots dans la bouche du médecin n'a pas la signification qui est compris par le patient. Et alors l'aspect légal, évidemment, la façon de mettre sur papier certains mots qui seraient compris de façon différente, etc. Il y a toujours ces aspects à franchir, mais donc la question n'est plus du est-ce qu'il faut le faire, mais comment le faire. Et là, à nouveau, c'est la porte ouverte vers ça, c'est comment faire ça pour que vous puissiez avoir accès à une information de qualité de votre rhumatologue directement et par écrit. Et la dernière slide qu'on voulait, Yacine et moi, mettre en évidence pour vous, c'est que, et on va travailler avec votre président pour ça, il y aura bientôt une étude européenne, un sondage qui est nécessaire pour comprendre mieux les impacts des rhumatismes chez les patients en Europe, pour comprendre l'effet sur le niveau d'accessibilité aux soins, l'impact de leur maladie sur leur vie sociale et l'impact de leur maladie sur leur vie professionnelle. Et donc c'est une grosse étude de l'EULAR qui souhaite recueillir toutes ces infos sur base d'un simple sondage, et ça serait disponible aux dernières nouvelles dans le courant du mois de mai de cette année. Et donc on s'invitera bien entendu à participer le plus possible. C'est très important pour nous de comprendre cet effet. Et ce serait tout. Je vous écoute. Super. Bon. Vous avez une question sur la diététique ? Je vais vous décevoir, il n'y a pas de réponse universelle. Donc, ça dépend de chacun. C'est vraiment notre problématique principale pour le moment. C'est s'il y avait une recette de cuisine qui marche pour tout le monde, on le saurait depuis longtemps. Donc, mon collègue a parlé du régime méditerranéen. Effectivement, pour le côté risque cardiovasculaire, c'est très utile, c'est très bien. Il y a les régimes riches en fibres qui ont montré un certain niveau d'évidence aussi pour la régulation du système immunitaire. Mais à nouveau, le niveau de preuve n'est pas très élevé, et c'est pas parce que ça a marché dans un contexte d'une certaine étude, etc., que ça va pouvoir s'appliquer à vous. Donc la différence, la variabilité interpersonne est très compliquée. Dans cette étude-là, précisément, c'était tout l'importance du diététicien, c'était d'identifier ce qui serait le plus bénéfique pour la personne qui est en face de lui. De manière générale, ça va se résumer à manger sainement et bouger. Il n'y a pas de recette magique. Et donc, c'est vrai qu'il faut éviter les produits transformés, il faut utiliser des graisses insaturées, il faut ce genre de choses qu'on voit dans les publicités. Pour la santé en général. Exact. Donc, non, mais même, en fait, le fait de réduire... Donc, on sait que l'obésité, les adipocytes, les cellules vraiment qui retiennent le gras, sont des médiateurs inflammatoires majeurs. Donc, simplement perdre du poids nous aide à contrôler l'inflammation de notre côté. Les personnes en surpoids ont des marqueurs d'inflammation à la prise de sang assez régulièrement. Bonjour. Il y a une question par là, mais je sais tout ça. Vous avez parlé tout au début de votre exposé. Enfin, madame, et puis on vous répond si vous voulez. Tout au début de votre exposé des différentes pathologies périphériques, si je puis dire. Il m'avait semblé voir dans la littérature concernant les spondylarthrites qu'il y avait aussi des atteintes cardiovasculaires, ce que vous n'avez pas mentionné. Est-ce le cas ? Et d'autre part, on parle aussi souvent, quand on discute ensemble, de problèmes digestifs à bas bruit, donc plutôt des problèmes intestinaux qui ne sont
pas d'hémicie, donc qui ne sont pas des rectocolites, qui ne sont pas des maladies de Crohn, et c'est effectivement le cas. Et donc pour faire le lien avec madame, et donc effectivement, est-ce que travailler sur le microbiote par la nutrition ou d'autres choses sont éventuellement une solution pour éviter ce type de choses? Et en dernier, parce que les AINS sont extrêmement violents pour le système digestif, donc est-ce qu'il y a des solutions pour que ce soit moins, le moins destructif et que ça pose moins de problèmes? Oui, ben c'est une très bonne question. Donc c'est ce que j'ai essayé de transposer dans les premières diapos. Donc sur les manifestations cardiovasculaires, il y a l'effet direct d'une spondylarthrite non traitée pendant des années, il y a ces manifestations de l'aorte et des valves. C'est des choses qu'on rencontre peu ou plus. Si on veut les rencontrer, il faut aller dans des pays où ils n'ont pas accès à toute cette liste de traitements que je vous ai montré. Mais c'est quelque chose qui était décrit effectivement avant que les entités n'existent, notamment. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris ici, pour ne pas vous faire de l'historique. Pour les manifestations digestives à bas bruit, c'est effectivement ce que j'essayais de montrer dans la partie les gens qui ont une spondylarthrite et qui ont des anomalies histologiques en étant asymptomatiques. Ça, oui, c'est assez commun. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il faut adapter? La porte est ouverte à nouveau, on ne sait pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas surtraiter, parce qu'il y a toute une partie de gens qui développeront, entre guillemets, jamais rien d'autre qu'un petit inconfort régulier. Est-ce qu'un inconfort mérite en tant que tel une biothérapie? C'est lourd, etc. Est-ce qu'ils vont développer vraiment un Crohn dans le temps? Pas sûr, pas tous. Et donc il nous manque encore des clés pour savoir qui, comment, etc. Et votre troisième question était le microbiote. Ah oui, les AINS. Donc les AINS, effectivement, c'est quasi contre-indiqué en cas d'atteinte digestive associée. C'est ce que j'essaie de mettre dans mes tableaux. Et donc là, il faut vraiment travailler de pair avec le gastro-entérologue pour trouver une possibilité. Alors, le mieux qu'on puisse faire, c'est essayer d'être le plus topique possible, donc éviter de prendre par la bouche, même si les effets systémiques peuvent être ressentis même à l'utilisation chronique d'une crème anti-inflammatoire. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. On arrive régulièrement, malheureusement, sur des combos de thérapie. Alors, on met quelque chose pour protéger le tube digestif tout en donnant l'anti-inflammatoire et des choses comme ça. Il arrive des moments où on doit bricoler, mais d'où l'intérêt de la discussion avec le gastro-entérologue, le patient, et sa propre expérience à nouveau, parce qu'il peut avoir plus de symptômes sur un certain anti-inflammatoire, moins sur d'autres. C'est des cas complexes à cause de ces multifacettes, justement. Et le microbiote, à nouveau, ça c'est une question non résolue, parce que typiquement, si on teste votre microbiote à tous dans la salle, il n'y en a probablement pas deux pareils. Et donc on ne sait pas encore tout à fait c'est quoi un microbiote normal. Et c'est le problème principal pour réussir à corriger un microbiote pas normal, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le normal, et donc l'un dans l'autre, c'est le problème dans la recherche là. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question relative à la dépression. Vous disiez que certains patients présentaient des dépressions et qu'il ne fallait pas sous-estimer ce point-là. Est-ce que le patient présente une dépression liée vraiment à la polyarthrite ou à la spondylarthrite, ou parce qu'il a fallu beaucoup de temps avant d'émettre le diagnostic et qu'il y a eu une errance thérapeutique auparavant? Parce que beaucoup de patients qu'on croise ici vous diront ça m'a pris plusieurs années ou enfin très longtemps avant d'être diagnostiqué. Est-ce que vous savez quelle est la part de l'un et de l'autre? Dans l'étude que j'ai montrée, c'était d'un primo-diagnostic qui avait été fait, disons, dans un cadre académique rapide, etc. Donc dans l'étude que j'ai montrée, c'est ça qui était peut-être novateur, c'était qu'ils ont montré que c'était présent même pour les gens où il n'y a pas eu d'errance diagnostique. Mais c'est clair qu'on aurait tendance il n'y a pas eu d'études sur l'impact de l'errance diagnostique, à ma connaissance, sur la santé psychologique, parce que c'est un petit peu évident par lui-même dans l'explication. On se doute bien que l'errance diagnostique en elle-même induit une souffrance psychologique. Ici, ce qui était novateur, c'est que ce qui est nouveau, c'est que même en cas de nouveau diagnostic, et même quand il n'y a pas eu d'errance, il y a déjà, dans 50% des cas, des formes de souffrance psychologique. Après, dans la façon de traiter, donc c'est vrai que l'errance diagnostique est un réel problème en rhumatologie. Il n'y a pas assez de rhumatologues en Belgique. Typiquement pour les spondylarthrites, l'errance diagnostique, elle doit être entre 5 à 10 ans. Donc c'est un réel problème à solutionner. Et là, c'est plutôt à l'échelle politique qu'on pourrait aider.
Et la prise en charge de l'arthrite en tant que telle va aider ces gens du coup, avec un effet dépressif, mais la cause de la dépression, je ne suis pas certain que la cause de la dépression doit changer la prise en charge de la dépression en elle-même. Il faut la prendre en charge de toute façon, l'arthrite aussi. Et donc qu'elle soit liée à l'un ou à l'autre, il y a dépression, il faut la prendre en compte. J'avais moi-même une petite question pour sauter par rapport à ce qu'on disait. Votre collègue précédemment parlait de la fenêtre d'opportunité, mais du coup, oui, pour certains, les anti-inflammatoires, on commence par là parce que les remboursements et tout ça, mais est-ce qu'on passe pas à côté de certaines choses en vouloir... C'est une très bonne question. Dans la spondylarthrite avec une forme juste axiale, on sait ralentir les déformations avec les anti-inflammatoires directement. Donc ça c'est la première chose qu'ont voulu s'assurer les rhumatologues, effectivement, c'est qu'on pouvait, dès ces médicaments-là, ralentir la progression des déformations dans le temps. Parce que, ok, on traite l'inflammation, mais surtout qu'il n'y ait pas de déformation et que ça soit ad vitam par la suite. Donc les anti-inflammatoires, pour les formes axiales seules, en tout cas, sont suffisantes et aident pour ralentir, voire même stopper complètement toute évolution. Mais ça sera les tendances peut-être futures de taper plus fort pour arrêter plus vite la maladie. Et là, c'est un sujet hot topic de la recherche en rhumatologie à l'heure actuelle, avec les conflits de santé publique qu'on sait, parce que si on démarrait tous avec le traitement le plus cher, là, l'État belge, il ne saurait pas suivre. Donc il y a les deux qui sont quand même intriqués dans les recommandations, évidemment. Mais il y a des données rassurantes que les traitements de première ligne ralentissent les déformations et les arrêtent dans une bonne proportion de cas, en tout cas suffisante que pour le maintenir en première ligne. Vous parliez d'errance thérapeutique et beaucoup de patients ici certainement ont eu cet épisode d'errance thérapeutique. En discutant avec certains professeurs de rhumatologie, est-ce que c'est augmenter le nombre de rhumatologues ou former au mieux les médecins généralistes dans le cadre de la rhumatologie qui serait pas une meilleure façon de compenser le problème de l'erreur médicale? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques vers les médecins généralistes? On sait bien que le programme de rhumatologie est pas immense dans le cadre de la formation des médecins généralistes. Est-ce que augmenter le nombre de rhumatologues va diminuer l'errance médicale, ou est-ce que c'est augmenter la formation des rhumatologues ou la sensibilisation peut-être des médecins généralistes, à la rhumatologie, aux maladies rhumatismales inflammatoires? Votre avis? Mon avis. Non, c'est une bonne question. Ça pose la question du trajet de soins, finalement. Et c'est aussi une question qui est chaude actuellement en rhumatologie, parce que le patient non référé et le patient référé auront presque le même temps d'attente pour voir le rhumatologue. C'est un problème. On est partisans, certains centres sont partisans de ne pas voir le patient s'ils n'ont pas vu un généraliste avant, et ce qui donne une forme de prioritisation. Mais ce qui nous ramène à votre problème, c'est que si le patient a le malheur dans le contexte aussi de carence de généralistes, de ne pas avoir un généraliste éclairé par rapport à ça, il pourrait ne jamais être référé et ne jamais avoir accès à cette possibilité-là. Donc il y a quand même une part nettement moins grande de patients qui sont arrivés chez nous avec une atteinte inflammatoire chronique, entre guillemets, contre l'avis de leur généraliste, et qui ont pu bypasser parce que le système ne prévoit pas de passer obligatoirement par un généraliste pour le voir. Mais du coup, c'est tout un système à mettre en place, effectivement. Le pari de la société européenne pour le moment et belge, c'est de pousser dans les deux sens. Et nous, ce qu'on peut faire en tant que société de rhumato, c'est pousser qu'il nous en faut plus malgré tout, pour pouvoir augmenter la fréquence des suivis, parce qu'on devient plus performant dans le traitement de nos maladies, mais du coup, ça veut dire que vous vieillissez avec vos maladies, et donc il faut vous suivre tout au long de votre vie et de tout ce qui vous arrive dans la vie, et donc il faut de plus en plus de gens aussi pour poursuivre les maladies. Donc voilà, les grandes demandes à l'échelle européenne et belge, c'est d'augmenter le nombre de rhumatologues en Belgique. Il y a une grosse carence. J'ai plus les chiffres en tête du nombre de rhumatologues qui considèrent nécessaire par habitant en Europe, mais la Belgique est loin en dessous de la plupart des pays européens, et il y a une grosse carence, clairement. C'est considéré comme un métier en pénurie.
Oui. Oui, donc effectivement, reconsidérer le trajet doit inclure non seulement les médecins traitants, mais d'autres spécialités. C'est assez compliqué finalement. Et tout le monde veut sensibiliser. Les gastro-entérologues vous diront pareil, hein, des gens avec des douleurs abdominales, étiquetélepsie, et puis ils n'ont plus accès à un dioxyde. Oui, c'est un truc à solutionner à nouveau sur l'aspect à la fois politique, société savante. Ah mais non, mais je pense que effectivement le rôle des associations de patients est majeur. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est qu'on y croit. Oui. La dernière question, je suis désolée, mais les autres vont arriver. Oui, voilà, je voulais demander si la gastroparésie était une complication de la polyarthrite et si oui, l'édortrexate en péros est-il délétère alors? Merci. Je vais être très collégial et laisser mon collègue répondre sur la polyarthrite. J'ai en tête que les conjectivites dont la polyarthrite fait partie peuvent... Où est la personne qui a posé la question? Pardon. Peuvent donner des anomalies de motilité, donc qu'elles soient oesogastriques ou gastriques. J'ai pas en tête, sincèrement, les complications typiquement au niveau de l'estomac, donc la gastroparésie. Je suis persuadé que si on tape gastroparésie rhumatoïde arthritis sur PubMed, je suis sûr et certain qu'il y a une association parce que c'est décrit avec des maladies jumelles comme la sclérodermie systémique et même autres. Maintenant, l'impact des médicaments chez des gens qui ont une gastroparésie, finalement, la première maladie qui est responsable de ça, ça reste de très loin le diabète. Et on sait qu'on a beaucoup de patients, encore plus en cas de spondylarthropathie, qui ont des syndromes métaboliques. À ce jour, je crois que ça ne demande pas une adaptation particulière du traitement s'il est bien toléré, efficace et sans effets secondaires. Donc c'était pour la question sur le méthotrexate. Mais typiquement, on sait qu'on a des adaptations à faire, ça c'est en endocrinologie. Chez un patient qui a une gastroparésie diabétique, on ne va pas utiliser certains types d'insuline, ou à certains moments, on ne va pas utiliser des ultra rapides, on va plutôt utiliser des rapides parce qu'on sait que le bol digestif va être plus lent, mais en tout cas d'un point de vue thérapeutique, ça ne demande pas une modification. Mais après, je ne sais pas, c'est pas un terrain que je connais forcément pour être uniciste. Ouais. Non, mais après, c'est sûr que je pense qu'il faut être... Si on sait que le patient souffre de ça, ou que de toute façon, on est sensibilisé à ça, on pose toujours les questions quand on fait l'anamnèse systématique au niveau gastro-entérologique, on pose toujours cette question de satiété précoce, de dysmotilité, d'inconfort, de ralentissement du transit et de la digestion. Et on est amené à souvent diagnostiquer ça, parce que vraiment, dans la sclérodermie systémique, c'est assez fréquent. Et donc, les adaptations, il faut absolument les considérer si jamais il y a une gastroparésie. Mais je vous dis vraiment le côté très objectif, très scientifique de la chose, j'ai pas ça en tête pour la polyarthrite. Voilà, un tout grand merci à nos deux orateurs.